Voilà. Bonjour, vous m'entendez? Williams, bonsoir. Bon, j'ai pris un peu de retard pour la technique. Voilà. Bonsoir, Kostika, il y a longtemps. Depuis le coworking à Mérignac. Comment vas-tu? Bien? Bon alors, on attend qu'il y ait à peu près une quinzaine de personnes afin de débuter. Voilà. Alors, attendez. Bon, pourquoi? Parce que pour moi, c'est tout nouveau tout ça. Donc, il y a un temps de latence entre ce que j'enregistre et ce que je vois sur l'écran. Ah, voilà, ça y est, je me vois. Je me vois. Ah, 10 personnes. Très bien. Allez. Bon, je me fais beau un peu. Bon, bonsoir Cathy. Pietro veut participer à la vidéo. Ben, il faut rentrer dans la vidéo. Voilà. Alors, si vous m'entendez bien, faites un pouce. Si tout va bien. Williams, Kostika, Pietro, Amélie, bonsoir. Laetitia, bonsoir. Laetitia qui s'occupe d'un groupe également, elle est dans la même synergie que moi, elle habite en Espagne d'ailleurs, à Almeria. Elle s'occupe d'un groupe pour les expatriés, voilà, pour connaître un peu leurs attentes et les diriger suivant les pays. Voilà. Ange, bonsoir, Ange le Duc, voilà. Nous sommes 11 personnes. Bonsoir Claudine. Bonsoir Chris. Amélie, Claudine. Voilà, voilà. Alors, vous m'entendez bien? Très bien. Nous sommes à 16, encore un peu de patience. À 20, on démarre. Hein. Nous sommes 17 personnes. À 20, nous allons démarrer un peu le live. Troisième live déjà, ça passe vite. Donc on va commencer sur, on va parler du processus d'achat en Espagne pour acquérir un bien immobilier en Espagne, étape par étape. Donc on va tout décortiquer de A à Z. Est-ce que ça vous convient? Un pouce si c'est bon, un pouce en haut, voilà, oui. Il faut qu'il y ait de l'interaction, comme ça va mettre le moteur de recherche Facebook en activité et ça va le proposer à plusieurs personnes du groupe. Et en deuxième partie, on va attaquer la partie la plus dure, la plus rébarbative, si on peut dire. Ça concernera la fiscalité en Espagne, fiscalité d'un achat immobilier en Espagne. Où on parlera de l'IBI, on parlera de l'IRPF, l'IRNN, voilà, les différentes taxes fiscales lors d'un achat immobilier en Espagne. Certaines personnes m'ont envoyé des questions assez précises, donc là je vais faire un petit résumé sur ces questions-là. Voilà. Nous sommes à 16 personnes. Bon, je pense que vendredi c'est quand même une soirée, en plus il y a le pont, c'est vrai, le fameux 1er mai là. Dans le prochain live, je pense que je vais les décaler, je vais en faire soit un mercredi, soit un jeudi. Voilà, ça vous permettra d'être tous présents, afin qu'il y ait une majeure partie. Super sujet une fois de plus. Et oui, Chris. Voilà. Alors, dites-moi d'où vous me voyez. À quel endroit vous êtes?
Alors, est-ce qu'il y a des Canadiens? Parce que la dernière fois, j'ai eu le plaisir d'avoir des Canadiens. Montréal, Québec, Vancouver même, c'est face à la Chine. Voilà. Chris, Montpellier. Williams, Annecy, très bien, la Haute-Savoie. Sophie, Belgique. Amile, le Bouscat. J'ai habité le Bouscat, 33 200. Bretagne, Finistère, oui. Chris, Chimay en Belgique. Ah, je ne savais pas que vous étiez en Belgique. Claude Penati, Cap Ferret. Ah, nous sommes juste en face alors. Namur, c'est en Belgique. Pietro di Piazza. Oui, c'est le côté wallon, je crois. Hein. C'est la Wallonie. Costica, oui, Bordeaux. Mais tu n'es pas bordelais. Sofia du bassin d'Arcachon. Sofia Reyes Diaz. Ah, connotation espagnole. Pietro di Plaza. Oui, mais vous dites pas d'où vous venez. Nous sommes 20 personnes, donc on va patienter encore un peu. Alors Pietro di Plaza, vous êtes d'où? D'où êtes-vous? Je ne vois pas. Bonsoir Patricia, en zone... Namur, Belgique. Oui, Pietro. Fabi de Nîmes. J'ai fait mes études à Nîmes, de maîtreur en bâtiment, études de prix de bâtiment. Lycée du Yoda, très belle ville. El Poulepo, Picardie. C'est le département de l'Oise, ça, au nord de Paris. Département, oui, je vois 60 ou 80. Non, la Somme, c'est 80, oui, 60, oui, c'est l'Oise. Il y a des lignes aériennes low cost, je crois, là-bas aussi. Gujan, bonsoir. Patricia. Ah, d'accord. Ben, bon, on est voisins. Patricia, encore. Kevin, oui, bonjour, on est là cette fois-ci. Kevin et Lucie. Voilà. C'est un couple charmant où je suis en relation avec eux déjà. Ils ont ils ont fait un investissement sur l'Espagne. Je vous en parlerai par la suite aussi. Voilà. 22. Bon, ben très bien. Ben, on va commencer alors. Alors, est-ce que vous connaissez la procédure, la règle numéro 1? Que faut-il faire pour acquérir un bien immobilier? L'élément de départ. Voilà, parce que souvent, j'ai souvent cette question-là. Alors, le principe de base, bon, on va voir tout le processus. On va essayer d'être concis, sachant que la deuxième partie va être assez dure, enfin assez complète. Ça concernera la fiscalité en Espagne, qui est quand même assez ardue. Il y aura également un lien pour que vous puissiez avoir le résumé de ce live avec un guide qui sera envoyé. Voilà, réactualisé, le guide sur acquérir un bien en immobilier en Espagne et qui sera réactualisé aux dernières nouveautés de cette année, ainsi que le guide fiscal. Voilà, il y aura également le dernier projet de loi concernant le côté, je ferai un aparté sur le côté locatif également. Bonsoir Valérie Gonzalez, ok, très bien. Alors, première étape, il faut avoir le NI, el NI, Número de Identificación de Extranjero, obligatoire, même si on vous dit le contraire, n'écoutez pas les agences. Ayez ce document important pour faire quoi que ce soit en Espagne. Ça vous permettra d'être plus tranquille là-bas sur place quand vous allez faire des visites, parce que vous allez avoir la pression des agences qui vont vous mettre un peu le haut là, et vous dire oui, on vous met une clause suspensive. Niet, nada. Même avec une clause suspensive pour l'obtention du NI, vous ne l'aurez pas. Les clauses suspensives en Espagne n'existent pas. Donc, tenez-en compte. On va vous demander de faire la pagaille señal, qui est normalement pour bloquer le bien, pour pas qu'il soit sur le marché, entre 3 000 à 5 000 euros. Pour aller plus vite, on vous demandera de verser ce qu'on appelle les 10%. Donc, pour vous faire ce qu'on appelle un contrato de arras, sachant qu'il y en a plusieurs des contratos de arras. Contrato de arras confirmatoria, contrato de arras penitenciales, contrato de arras suelta, donc très attention. L'idéal, bon, on a vu la partie NIF, je reviens sur le NIF. NIF obligatoire pour acheter un bien. Donc, il faut que vous téléchargez le formulaire EX15 sur le site de l'ambassade.
Vous prenez rendez-vous, pour ceux qui sont en France, ou en Belgique, ou en Suisse, ou au Canada, appelez le consulat d'Espagne de la ville où vous vous trouvez. Il faut demander rendez-vous, vous téléchargez ce formulaire, vous le remplissez, et ensuite, oui Sophia, même si on a la double nationalité, non. Il ne faudra pas demander si tu es à la base espagnole, il faudra demander ce qu'on appelle un NIF, numéro d'identification fiscale. Voilà, c'est l'équivalent pour les Espagnols et pour les résidents espagnols, quoi. Voilà. Donc ça vous permettra, bon, si vous êtes, je crois que vous êtes de la Gironde, vous avez le consulat au Chartron à Bordeaux, ils le font assez rapidement. Voilà. D'ailleurs, ils me connaissent là sur place. Je pourrais vous envoyer un petit mot. Vale, muy bien. Donc faites appel à l'ambassade. Vous avez la possibilité, certains le demandent en Espagne, à la commissariat des policiers. L'inconvénient, c'est vrai que c'est rapide, mais il faut habiter sur place. Pourquoi? La même chose, il faut faire un rendez-vous localement. Donc, et on vous donne rendez-vous pour 1 semaine, 2 semaines, voire j'ai eu des cas jusqu'à 6 semaines. Donc, encore faut-il avoir le temps d'être sur place. Si vous êtes sur un long séjour, c'est OK. Sinon, impossible, vous aurez du mal à obtenir le rendez-vous du NIE au commissariat de police en Espagne. Non, le NIE faut-il renouveler? Non, il est à vie en ce moment. Le numéro d'identification d'extranjero. On parle bien du NIE qui sert pour acheter, pour ouvrir un compte, pour acheter une voiture, pour inscrire vos enfants à l'école et ainsi de suite. Voilà, pour avoir pour faire quelques transactions que ce soit. Je ferai un résumé du NIE aussi, à part un guide spécifique au NIE, en plus du guide, pour acquérir un bien, parce que il y aura 4 ou 5 feuilles, tout sera bien détaillé, vous le verrez. Généralement, comment on va dire, si tout se passe bien, vous pouvez l'avoir entre 4 à 6 semaines. Voilà. En ce moment, il y a un rush énorme dans les consulats. J'y étais il y a 10 jours, on m'a dit qu'ils avaient des attentes, ils avaient un maximum de dossiers, et notamment sur l'Aquitaine, enfin la nouvelle Grande Aquitaine. Pourquoi? Parce qu'elle s'est agrandie. C'est simple, ils ont eu en 2 semaines, enfin par semaine, j'avais discuté avec la personne qui s'occupe du NIE, ils ont par semaine de 200-250 demandes. Je ne sais pas si vous voyez, c'est énorme. Pourquoi? Donc, à croire qu'il y a un nombre incroyable de francophones qui désirent s'expatrier, qui désirent acheter un bien en Espagne. Voilà. Toujours aller dans le consulat où vous avez la résidence. Quelqu'un de Marseille qui le demande sur Bordeaux ne sera pas admis. Donc toujours être sur place. Bonsoir Yolande, Gasparini. 2 ans avant de s'installer ou pas. Oui, même si vous partez dans 2 ans, faites cette démarche-là. Comme ça, vous serez déjà débarrassé. Et ça vous permettra déjà d'avoir le NIE. Pour le moment, c'est la mesure efficace. Donc, avis, bonjour Yolande, oui. Le NIE avis et vous servira justement pour ouvrir un compte bancaire. Alors pourquoi je vous dis, même si vous n'achetez pas, avant de faire la visite. Deuxième étape, vous pouvez ouvrir un compte bancaire en Espagne. Ensuite, ça vous permettra de verser une partie bonsoir Emma Ori. Voilà. Hola José, oui. Ça coupe sans arrêt, c'est curieux. Pourtant, nous sommes 28 personnes. Je crois qu'il y a Facebook, au-delà d'un certain nombre, il fait des siennes. Mais bon, c'est le principe. Donc, ouvrir le compte avec le NIE. Alors, là aussi, j'ai fait un guide bancaire concernant les prêts. Je ferai également un guide justement pour quelle est la meilleure banque. Alors moi je peux vous en citer quelques-unes. La Sabadell, la Caixa, la BBV, la Caja Rural, la Santander. Pourquoi? Ça vous permettra d'avoir
un fonds déjà sur place en Espagne qui vous permettra d'être rapide et de faire la réserve ou la paga señal fait de votre compte espagnol au propriétaire que vous allez rencontrer pour faire la réservation ou l'agence immobilière. Voilà. Alors certains me disent oui, mais c'est pas obligatoire d'avoir un compte. C'est exact, mais au départ, faites-le. Pourquoi? Parce que ça, vous réagirez rapidement. Et en plus, pour le notaire, il faut faire des chèques de banque qui viennent de la banque espagnole et non pas de la française. Attention. Voilà. Bonsoir Christine. Christine est dispo. Voilà, il y a une cliente aussi. Donc, voilà le principe. Ni apertura de cuenta, compte bancaire, ah oui, compte bancaire de non-résident. Voilà, il faut bien le préciser. Donc, par contre, ils vont être très stricts, la banque. Vous ne pouvez pas l'ouvrir à distance. Il faudra vous déplacer sur place. Vous déplacez, vous prenez rendez-vous. À la limite, vous pouvez en profiter dès que vous avez votre nid. Un séjour, un week-end en Espagne, bon, un jour ouvrable bien sûr, et vous en profitez pour ouvrir un compte. Donc, vous demandez les tarifs, les conditions bancaires de chaque banque. Bon, je vous ai cité Sabadell, Banco Bilbao, BBVA, la Caixa de Pension, qui était en Catalogne, maintenant qu'il y a le siège social à Alicante, depuis qu'ils ont voulu faire l'autonomie, toutes les banques catalanes se sont ont transféré leurs sièges sociaux sur Alicante. Donc, ils ont des informations que nous, simples citoyens lambda, nous n'avons pas. Voilà. Ensuite, vous avez tout ce qu'on appelle les caisses rurales, qui sont très bien aussi, Caja Rural, Caja Mar, ensuite la Bankia, et ensuite, bon, et la quatrième banque, la cinquième banque, c'est la Caja Santander aussi, la Santander. Voilà. Si vous pouvez, vous leur dites les conditions que vous allez prendre l'assurance du logement que vous allez acheter. Ça vous permettra de négocier les tarifs au niveau bancaire. Voilà. Tous les produits que j'ai, j'essaye aussi d'amener mes clients et de leur proposer ça aussi. Si vous prenez l'assurance au banquier, il vous enlèvera les frais de gestion, les frais de dossier. Donc moi, tous mes comptes, moi j'ai un compte à la Caixa, à la BBV, Santander, enfin j'ai les trois banques, et la Sabadell. Je ne paye zéro, nada. Alors quand j'envoie, je vois les postes, c'est les arnaqueurs, c'est les voleurs, mais non, c'est normal, c'est des produits financiers, il faut savoir, bon, peut-être pourquoi aussi, parce que je le ramène du monde, mais, attendez, j'ai une lumière blanche là, sur le truc, c'est quoi ça? Attends. Voilà. J'ai un reflet blanc là, tout d'un coup qui est arrivé là. Quand je suis... Attendez. Voilà. Vous le voyez ou pas, le reflet? Ah, ça me dirait un brouillard. Bon, Valérie, c'est mieux de faire un prêt pour les déductions fiscales qui ont payé le bien que... Oui, mais ça on en parlera au niveau de... pas très gênant. On en parlera au niveau, quand on parlera un peu de la fiscalité. Choses qu'on peut déduire, les choses qu'on ne peut pas déduire. Voilà. Voilà. Je dois avoir un ange derrière moi, là. Un angel. Attends. C'est bizarre, ça. Voilà. Bon, ça va mieux, là. Ça va mieux. Mais bon, quand même. Voilà. Alors, ensuite, vous avez le nid. Vous avez la luz. Patria, sí, la luz. Me encanta la luz. La luz del sol, además. Vous avez le nid. Vous avez le compte bancaire. Que faut-il faire après? Mais tranquillement, vous cherchez le logement. Ou bien la maison de vos rêves. Là, bien sûr, vous avez un choix très vaste de portails. Le premier, Idealista. Oui, c'est mieux. Le premier, Idealista, Fotocasa, Habitaclia, Pisos.com, Spainhouse, Quiero. Alors là, ce sont des sites
des portails d'annonces de sites étrangers. Arcadia, alors beaucoup de sites étrangers ont des propriétés que vous ne trouverez pas sur Idealista et sur Fotocasa. Pourquoi? Ce sont beaucoup de propriétaires étrangers qui ne maîtrisent pas trop la langue espagnole, dont ils contactent des agences étrangères et ils mettent ces biens sur ces sites-là, justement pour être diffusés sur le marché international, notamment britannique, anglo-saxon, néerlandais et scandinave. Voilà. Particularité, attention, beaucoup de produits viennent des propriétaires, entre guillemets, extranjeros, depuis le Brexit, où il y a eu des problèmes de retraite. Certains ont du mal à encaisser les retraites, ils ont leur mode de vie a complètement changé, ce qui fait que beaucoup vendent les biens. Ils vous disent que c'était pour cette raison-là, pas uniquement. Hay que saber de dónde viene, comme on dit en Espagne, il faut savoir pourquoi le client vend. Alors, il se dirige dans ces agences-là parce que certains ont reçu des lettres de certaines municipalités où on les oblige à rendre conformes les biens. Pourquoi? Parce que l'Espagne est en train de faire rase de table de toutes des fincas, notamment les maisons rurales. Pourquoi? Il y a beaucoup de maisons illégales dont on oblige les anciens propriétaires à mettre aux normes leurs biens. Ce qui fait que certains n'ont pas envie de subir tous ces coûts-là, parce qu'il faut faire appel à un architecte qui va remettre le bien aux normes, avec faire ce qu'on appelle una légalisation. Et les honoraires d'architecte en Espagne sont assez corsés. C'est entre 10 à 12% des montants des travaux. Voilà. Et vous avez l'obligation de passer par un architecte. Arquitecto normal, plus un arquitecto colegiado, plus un arquitecto técnico, ou un perito. Voilà. Plus enregistrer le bien au niveau du notaire. Ce qui fait que beaucoup de biens, vous les trouverez sur Quiero, Spain House, à des tarifs intéressants. Et pour cause. Parce que les 3/4 des biens ne sont même pas déclarés. Vous achetez un terrain, c'est compliqué de trouver un bien. Oui, un architecte sérieux. Oui, Lucie, c'est exact. Oui, c'est le cas parce qu'il y a beaucoup ce qu'on appelle des cantamañana, des chanteurs de lendemain. Elles ont eu un cas où je suis en train de, un cas précis. Pourtant, la personne, elle leur a envoyé un courrier, mais ça correspondait pas à la prestation qu'ils ont signée. Voilà. Mais bon, moi je pense que celui-ci, on en reparlera, c'est en bonne voie. Parce que j'ai envoyé un petit courrier à l'école d'architecture de l'architecte, le colegio, et il va se faire taper sur les doigts, ce monsieur. Voilà. Alors c'est sûr, c'est dur sur des agences. Valérie Gonzalez. Oui, bon, on en reparlera ensuite au niveau des agences immobilières. Donc trouver le bien, trouver le logement, d'abord sur ces sites-là. Ensuite, conseil, adaptez-vous aux horaires espagnols. C'est une autre culture. Ça, vous n'êtes pas en France. Ce n'est pas 8h midi, 14h, 18h. Les Espagnols travaillent de 9h à 13h avec des périodes entrecoupées avec l'almuerzo, le petit déjeuner, la merienda, et ils reprennent à 17h jusqu'à 21h. Donc souvent les gens, ah mais bonsoir Maxime. Il travaille à la mairie de Mérignac. Voilà, quelqu'un que j'ai rencontré, qui a servi aussi, qui a été là présent pour l'inauguration de mon ex-coworking à Mérignac. Voilà. Je fais un petit aparté. Donc, nous sommes 22. Ouais, certains sont partis, d'autres sont rentrés. Alors, ce qui veut dire que j'ai perdu un peu le fil là. Attends, c'était. On parlait des agences. Oui, il faut s'adapter aux horaires. Oui, pour s'adapter, il faut jouer un peu le caméléon, quoi. Ensuite, connaître un peu les outils qu'utilisent les Espagnols. Ils utilisent énormément l'email et le WhatsApp. Donc, dès que vous avez les coordonnées de la personne, enregistrez votre téléphone sur WhatsApp et envoyez-lui un message. Message, bien sûr, écrit en espagnol, langue espagnole.
Le mot préféré en Espagne, mañana. Oui, c'est vrai, y a pas que ça. Il y a tranquilo, tranquilo. Mañana por la mañana. O pasado mañana. Voilà, c'est les trucs classiques. Toi, je suis espagnol aussi, donc je connais un peu les termes. Mais ça fait partie de leur culture. Les banques, il faut savoir aussi au niveau des horaires, les trois quarts des établissements publics, ils travaillent que le matin, l'après-midi fermé, cerrado. Comme les notaires. Beaucoup d'établissements fermés l'après-midi. Voilà. Ou alors certains restent ouverts, mais ils ne reçoivent pas de public. Voilà. Donc, quatrième étape, après le nid, la recherche, le nid, l'ouverture du compte, trouver des logements sur les différents portails, vous allez faire ce qu'on appelle, vous allez sélectionner les biens et vous envoyer les demandes. Si possible en langue espagnole, doublé en langue française. Alors bien sûr, certains vont dire ah, mais c'est quand même curieux, mais c'est normal. Vous êtes en Espagne, donc la langue locale c'est l'espagnol, c'est pas le français. Bien sûr, il y a beaucoup de gringos qui sont installés en Espagne. Ce sont les Français. Je ne veux pas dire, mais il y a beaucoup de réseaux de mandataires. Il y en a un, le plus très connu, il a 3 lettres, le second, 5 lettres. Ils font beaucoup de pubs et ils sont en train de casser un petit peu le marché en Espagne. Pourquoi? C'est des bons vendeurs, certes. Ils sont français, mais ils connaissent rien à la réglementation espagnole. Nada. Zéro. Pourquoi? En France, ils peuvent se permettre de bien travailler. Pourquoi? Parce que le notaire fait toutes les vérifications. En Espagne, non. C'est à l'acheteur de faire les vérifications. Donc, si vous faites confiance à un individu français, une agence, et comme, malheureusement, le français, et c'est logique, qui se ressemblent, s'assemblent. Donc, vous allez plus facilement voir quelqu'un qui parle votre langue que quelqu'un qui, un espagnol, pourtant qui soit professionnel, qui maîtrisera le sujet, mais vous aurez des problèmes de communication. Allô? Ah, vous pourrez bientôt, cette vidéo en direct est terminée. Ah, vous me voyez? Est-ce que... Attends. Tac. Ah, Lucie, ça marche. Ben oui, c'est bizarre. Sur le téléphone, oui, je vois que ça marche, mais sur l'ordinateur, c'est comme si... Ouais, ouais. Ça monte, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, quand vous allez demander les demandes, utilisez le téléphone, toujours les écrits, les emails, ainsi que les messages sur WhatsApp. Voilà, les écrits restent et les paroles partent. Paroles s'envolent, comme on dit. Un conseil, si vous flashez sur un bien, ne versez rien, même si on vous le demande. Non, il faut faire un minimum de recherche. Tout fonctionne. Oui, oui, très bien, Christian. Voilà. Ensuite, prévoyez un appel téléphonique ou même une visio en conférence, c'est-à-dire sur WhatsApp, pour discuter du bien et voir les dernières possibilités. Vous dites que ce bien-là vous intéresse et que vous êtes prêt à faire les démarches pour le visiter. Voilà. Alors, très important aussi, beaucoup d'agences, beaucoup d'annonces sont diffusées par les agences sur Idealista, sachant que le même produit, vous allez le trouver 3 ou 4 fois. Pourquoi? Parce que c'est plusieurs agences qui le proposent. L'idéal, je l'avais dit la dernière fois, pour bien négocier, il faut trouver l'agence qui a rentré le produit. C'est-à-dire celle qui a rentré le produit, comme ça, elle n'a pas à distribuer sa commission, à partager avec les autres. Et ça vous permettra de bien négocier le prix. Oui, peut-on négocier le prix? Oui, si vous trouvez l'agence qui a rentré le mandat, qui a rentré, disons, le premier mandat. Pourquoi? Parce que si elle fait partie d'un réseau, elle va distribuer son produit dans le réseau, et si il va y avoir 2, 3, 4 interlocuteurs, ils vont se répartir la commission, et là, ce sera très difficile de négocier le prix. Voilà, ils vont devoir partager la commission. Voilà. Moi, j'ai des astuces qui sont de la formule 1 et 2 pour savoir si le bien a été rentré, pour connaître le bien qui a été rentré par l'agence, la première agence. Voilà.
Voilà, bon, je disais, bon, mon conseil, utilisez WhatsApp et adaptez-vous aux horaires locaux. Ça, c'est indispensable. Voilà, contact. Voilà, pour les appels téléphoniques, moi j'ai établi une trame, un script pour avoir les renseignements utiles, c'est-à-dire la référence cadastrale, la copie de l'IBI, voilà, pour bien montrer le propriétaire à qui appartient le bien. L'IBI, c'est l'équivalent de la taxe foncière, donc ça s'appelle l'impuesto Impuesto Bienes Inmuebles, voilà. Et dessus, vous aurez plusieurs informations. Le nom du propriétaire, son prénom, son adresse, ainsi que la valeur cadastrale. On en reviendra par la suite aussi pourquoi valeur cadastrale du bien. La valeur cadastrale du terrain, vous l'aurez parfois, on l'a sur l'IBI, mais on l'a souvent dans la référence cadastrale. Ça servira pour calculer plus tard la plus-value concernant les impôts, valeur cadastrale du bâti total, qui servira pour le calcul de la plus-value municipale. Très important aussi. Bon, je vais essayer d'aller paragraphe par paragraphe. Je vois des questions, quels sont les délais. Je répondrai à toutes les questions par la suite, en fin de live. Ensuite, organisez une visite et armez-vous de patience. Voilà. Prenez des notes. Visitez le logement le matin, le midi et le soir pour voir les ensoleillements, pour voir l'environnement, pour regarder les infrastructures, pour regarder les quartiers. Si vous ne pouvez pas y aller vous-même, faites-vous assister par un mandataire ou quelqu'un qui puisse visiter l'environnement. C'est quand même un plus. Moi, je procède toujours par étapes. J'ai une manière de travailler qui est différente un peu de la plupart des gens. Pourquoi? Parce que moi, en fonction de la valeur cadastrale que je demande, de la valeur de référence, je fais des contrôles, je vérifie le bien s'il est déjà conforme. Et ensuite, je fais la visite. Donc, ça m'évite de visiter des biens ou alors qui risquent de ne pas être dans la légalité. Voilà. Donc, c'est simple, j'élimine à peu près 60% des biens. Rendez-vous compte, hein. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'il y a des choses qui sont pas légales. Bon, ça, on peut le savoir à travers l'IBI, à travers la nota simple, à travers l'environnement et à travers si le bien a été inscrit au niveau du cadastre, des registros. Et parfois, il y a des discordances entre la référence cadastrale et le registre, et le registre. Voilà. Bon, l'idéal, c'est d'avoir aussi certaines agences le procurent. Bon, moi, certaines agences qui sont partenaires, on joue la transparence, on me fait une photocopie de l'escritura, de l'ancien propriétaire, pour être sûr que voilà, moi ça me permet de vérifier la valeur de la personne, qui est le propriétaire. Est-ce que c'est un propriétaire personne physique? Est-ce que c'est une société? Est-ce que c'est une personne qui est en procédure successorale? Alors là, faire très attention. J'ai eu le cas dernièrement d'une cliente qui malheureusement s'est fait avoir. Elle a contacté le fils qui voulait à tout prix vendre, mais c'était la mère qui était propriétaire de tout ça. Donc tout n'était pas en règle. Et elle a versé à travers de l'agence, j'ai repris le dossier un peu trop tard, elle a quand même perdu 7 000 €. Donc il faut faire attention. Tout ça parce qu'elle a flashé sur le bien. Voilà. Bon. Il y a des choses à connaître, quoi. Voilà, il faut savoir aussi que moi, par exemple, bon, je parle un peu de mes formules et j'ai un checklist que j'ai fait où je contrôle tous les points. Bon, les points classiques que les gens, la robinetterie, l'environnement, les chambres, je regarde les mesures, s'il y a quel étage, s'il y a l'ascenseur, s'il n'y a pas l'ascenseur, les communs, c'est simple, il y a 80 points. Dont une quinzaine de points concernant les pièces. Quand les agences me voient en train de cocher ce formulaire, elles se disent « mais c'est incroyable, on n'a jamais vu ça ». Et oui, parce que ça vous permet de suivre une trame et de ne rien oublier. Voilà. En plus de faire des photos et des films concernant le bien. C'est pour ça que je le répète, les écrits restent et les paroles partent. Voilà.
là aussi, dans ce guide, j'ai dans ce checklist, les points positifs et les points négatifs. Voilà. Et après, il y a un petit aparté où je mets des annotations. Alors souvent, on vous dit, appartement de 70 mètres carrés, et vous allez sur place, mince, je ne sais pas comment ils ont trouvé les 70 mètres carrés. Il y en a facilement, largement 40 à 50. Ah ben non, parce qu'ils ont compté la terrasse, ils ont compté le couloir qui rentre à l'appartement, et tatati. Donc de 70 mètres carrés, ça descend à 45-50 mètres carrés. Parfois, c'est dingue. Les biens saisis des banques, est-ce intéressant? Oui, c'est intéressant, mais il faut tout maîtriser. Et c'est très long. Il faut avoir déjà du cash, parce qu'il faut verser 10% sans avoir vu le bien pour faire des enchères, avec des pujas, ce qu'on appelle. Alors, ça fera l'objet d'un autre live, parce que c'est assez compliqué comme procédure. Je vous les expliquerai aussi. Voilà. Alors, première chose à faire, vous à votre niveau, au niveau des vérifications, vous devez, bon, bien sûr, vérifier si le bien est libre de charges et de toute servitude. Donc, on vous vend un bien, visitez le bien. Parfois, on vous dit, oui, il y a un locataire dedans, d'accord? Demandez le contrat du locataire. Quel type de contrat? Quel type de contrat a-t-il avec le propriétaire? Est-ce que c'est un arrendamiento corto plazo, largo tiempo? Pourquoi? Parce que vous avez des contrats, des baux qui peuvent durer 5 à 7 ans. Et ça, le propriétaire ou l'agence ne vous le dira pas. C'est à vous. Bon, sauf si vous faites appel à un avocat en droit, oui, cette partie-là, il le maîtrise. Donc c'est quand même une manière aussi de vous sécuriser. Pourquoi? Parce que vous pensez que oh, le client, le locataire, il va partir d'ici 2 mois ou d'ici 5 mois. Ah oui, très bien, le temps de faire les papiers et tout. Et non, et au bout de 5 mois, il est toujours là. Et vous ne pourrez rien faire. Pourquoi? Contrato de 5 años ou de 7 años. Et là, vous êtes in the baba, comme se disait. Te han venido gato por liebre. Voilà, otra vez. Faites attention. C'est plein de petites choses. Aussi, il y a des appartements aussi qui sont squattés aussi. Il faut visiter les logements, même notamment dans les saisies bancaires. Il y a beaucoup d'appartements squattés. Voilà. Vérifiez également que le bien ne figure pas dans un plan d'urbanisme, notamment pour les maisons, les casas, chalets et fincas, se trouvant dans les urbanisations. Les urbanisations, ce sont des lotissements résidentiels en Espagne. C'est ce qu'on appelle, voilà, urbanisaciones. Voilà. Pour cela, il faut aller au bureau, au département urbanistique de la ville. Bon, le problème qu'il y a, c'est que depuis la décentralisation du gouvernement espagnol, ils ont donné l'autorité aux services d'urbanisme de donner des réponses rapides aux clients qui s'adressent à la mairie. Et croyez-moi, 30% des réponses sont parfois erronées. Pourquoi? Parce que ce sont de simples fonctionnaires qui ne maîtrisent pas l'urbanisme. Ils mélangent tout. Ils vous disent non, pourquoi? C'est plus simple de dire non, aquí no se construye, tac, tac, tac. Voilà. Toujours, si vous pouvez demander, avoir rendez-vous avec l'architecte de l'urbanisme. Bon, ça vous le trouverez dans les grandes villes. Dans les petites villes, c'est un peu délicat parce qu'ils font appel à la préfecture locale. Quand c'est un peu particulier. C'est assez technique, il faut maîtriser tous les termes techniques espagnols. Déjà, vous aurez le problème de la langue, plus le problème des normes urbanistiques espagnoles. L'équivalent du PLU, le PLU prend local d'urbanisme en France, en Espagne c'est le PGU, Plano General de Urbanización Urbana. Alors, primera fase, segunda fase, en urbanizable, zona rústica, zona à se substituer, ainsi de suite. C'est simple, il y a à peu près 12 indices. Il faut bien les connaître sur le bout des doigts. Et ça, malheureusement, beaucoup de personnes, je le vois, font appel avec des avocats, mais les avocats ne maîtrisent pas ça. Un avocat, il maîtrise le droit, maîtrise les contrats, mais tout ce qui est urbanistique, zéro, nada. Excusez-moi. S'il y a les avocats dans le lot, dans le groupe, c'est la même chose en France. Quand vous faites construire, vous achetez un terrain, qui allez-vous voir? Un architecte ou un avocat? Un avocat, un architecte, je veux dire. Voilà.
ou un maître d'œuvre, hein, parce qu'en France, jusqu'à 180 mètres carrés, vous n'êtes pas obligé de passer par un archi. En Espagne, oui, dès que vous faites 10 mètres carrés, obligation de passer par un architecte colegiado, architecte colegiado. Donc, tout ce qui est urbanisme, permis de construire, rénovation de travaux. Je parle aussi pour les personnes qui ont des entreprises en Espagne, qui s'imaginent qu'ils sont en France et qui peuvent faire le Far West aussi. Cuidado, vous risquez d'avoir des problèmes. Même les entreprises qui sont en Espagne, pour faire de la rénovation, vous êtes obligé de demander des permis de construire. Permiso de obra mayores, quand c'est des gros ouvrages qui touchent à la structure. Permiso de obra menores, quand ce sont des ouvrages qui ne touchent pas la structure, mais qui changent l'environnement, qui donnent du confort. Même pour une création d'une salle de bain, vous êtes obligé de demander un permis. Ça, beaucoup de gens, ah mais je pensais qu'on pouvait le faire. Il suffit qu'il y ait un chivato, comme on dit, quelqu'un qui vous veut du bien, un voisin, il vous envoie la police et ils vont vous demander tous les papiers. J'ai le cas en ce moment d'une cliente qui est sur la Costa de la Luz, ils sont en train de faire une clôture générale, ben la police, ça n'a pas tardé, hein, elle a débarqué chez eux, donc elle a commencé à leur demander les papiers, les ouvrages, ainsi de suite. Donc il faut faire très attention. Voilà. Les frais de notaire sur du neuf sont-ils moins élevés comme en France? Non. Les frais de notaire, oui, pardon. Oui, c'est-à-dire que vous payez la TVA, l'IVA, qui est de 10%, plus une taxe qui s'appelle l'AGD, AJD, Acto Jurídico Documentado, ce qui varie suivant les régions de 0,2% jusqu'à 1,5%. Mais l'IVA, elle est générale. L'IVA, c'est Impuesto de Valor Añadido, c'est la TVA espagnole. En France, elle est de 21%. En Espagne, elle est de 10% pour le bâtiment. Voilà. Bon. On aura l'occasion de faire un autre live pour ça aussi, c'est quand même spécifique. Je finis concernant le processus d'achat d'un bien immobilier en Espagne. Donc, vérifiez que le bien ne figure pas dans le plan d'urbanisme. Bien sûr, il faut être accompagné. Si vous avez dans vos connaissances un ami architecte, architecto, perito, ingénieur, enfin, un professionnel de l'urbanisme, n'hésitez pas. Engagez-le, donnez-lui la pièce. Bon, cette évaluation, cette démarche reviendra entre 400 à 500 € à peu près. Hein. Pourquoi? Parce qu'il va vous faire un rapport, il va vous dire exactement ce qu'il en est. Voilà. Tout ce qui est chalet, finca rustica, terrain, ainsi de suite. Un appartement, il y a moins de complications urbanistiques. Quoique, il faut demander les pièces utiles. Cédula de habitabilidad, qui est devenue, sur certaines régions, licencia de primera ocupación, licencia de segunda ocupación. Voilà. Vous avez des personnes, en ce moment en Espagne, qui vendent des appartements sans licence, sans cédula de habitabilidad. Si vous n'avez pas la licence de primera ocupación, c'est la licence de la cédula de habitabilidad, vous ne pourrez jamais avoir la licence touristique. Voilà. L'un va sans l'autre. Très important. Tout est lié. Et ça, bien sûr, tout ce qui est cédula, tout ce qui est certificat de conformité, certificat énergique, c'est pas l'avocat qui va vous le faire, c'est un architecte. Voilà. Il y a une personne qui regarde en ce moment sur un client, il pourra vous le dire. Hein. Même en payant, bon, pour ça, ils ont été conseillés par, ils ont pris un architecte, mais un architecte un peu cantamaniana, enfin qui fait un peu n'importe quoi, par une agence qui a pignon sur rue sur la France et qui leur a dit, contactez-les de ma part et pour avoir, ils ont payé, bon, ils ont eu un reçu comme quoi l'architecte a fait le dépôt de déclaration, mais c'est pas la licence, ce n'est pas la confirmation, ce n'est pas la licence des primaires occupations. Donc il va y avoir il risque d'avoir des problèmes par la suite. Voilà. Je l'ai bien dit, attention, les avocats ne sont pas compétents dans cette thématique-là. Par contre, pour regarder les dettes, ça oui, ça ils vont aller au registre de la propriété, pour les cadastres, voilà. Dès qu'il s'agit de problèmes urbanistiques, que font-ils? Eh bien, ils sous-traitent. Ils sous-traitent, ils vont voir un architecte. Et attention la douille. J'ai eu un client dernièrement qui va acheter à Cambridge. Il est passé à travers un archi et il m'a dit, mais M. Quiros, est-ce que vous pouvez m'aider? Pourquoi? Mais je lui ai dit, mais j'ai payé un architecte et tout. L'architecte lui a pris 2800 €.
Résultat des courses, j'ai dit, est-ce que vous, eh ben, il a envie de construire une piscine. Et le terrain, j'ai été sur le cadastre, il n'y a pas assez de surface, il ne pourra pas faire de piscine, à moins de faire une petite baignoire. À Cambrils, qui est quand même une station très demandée et assez coercitive au plan du plan d'occupation des sols, enfin le PREU. Voilà. Et l'avocat, oui, l'avocat, il m'a tout contrôlé, ceci, cela. Ok, j'ai dit, très bien. Envoyez-moi le numéro de cadastre. Et voilà. Et au moment de faire son étude, ben voilà, il s'avère qu'il a acheté un bien où il ne pourra pas faire de piscine. Le han engañado, otro, un de plus. Et pourtant, il était accompagné par un avocat. Voilà. Et il a vu avec une agence locale sur place. Bon, un avocat qui était indépendant de l'agence où c'est qu'il a trouvé le bien. Pour vous dire, je ne remets pas en cause le travail de l'avocat. L'avocat, regardez qu'il n'y avait effectivement pas de dette, ceci, libre, que c'était un terrain urbain et non pas rustico, mais il n'a pas vu la partie, l'espace, la disposition du bâti par rapport au terrain et le projet de ce client, de cette personne-là. Résultat des courses, il m'a dit, bon, qu'est-ce que je peux en faire? Parce qu'il voulait acheter en projet cette maison pour faire une location saisonnière. Bien sûr, en créant une piscine, la location saisonnière sera bien supérieure à une maison sans piscine. Et résultat des courses, il va garder cette maison, ben, il va la louer, au lieu de la louer à 1800, 1900 euros, parce que c'est une maison où il y a 4 chambres avec 2 salles de bain, et ben, il pourra en tirer 850 à 900 euros en été, pas plus. Voilà, parce qu'il a acheté du côté de Cambrils, derrière, vers direction Villa Fortuny, pour ceux qui connaissent. Voilà. Il est entre Cambrils et Salou, à 3,5 km de la plage. Bon, une maison sans piscine, il a quand même payé 290 000 euros. Il dit qu'il a fait une affaire, certes, c'est vrai. Mais le terrain n'a pas l'espace pour construire cette piscine, donc résultat des courses, il a surpayé cette maison. Voilà. Très important, et ça, pourquoi? Parce que il ne s'est pas déplacé avec les personnes qu'il fallait, quoi, les personnes compétentes. Ah oui, très important aussi, quand vous allez démarcher, enfin pas démarcher, vérifier, demander les vérifications au niveau du service d'urbanisme, en Catalogne, ce sont des Catalans. Région Valenciana, Valenciano. Donc en plus de connaître l'espagnol, il faut maîtriser un peu le catalan et le valenciano. Bon, certains endroits d'Alicante également. Du côté de Mallorca, le mallorquin aussi. Et en Andalousie, l'andalou. Voilà. Où on mange les dernières syllabes. Donc il faut connaître un petit peu. Hein. Voilà. Sachant que, très important aussi, ça je vais en parler aussi, au niveau de l'urbanisme, l'Espagne est un grand pays, mais en plus, ils ont compliqué la sauce. Chaque région a son droit de veto concernant la fiscalité ainsi que l'urbanisme. Donc 17 régions en Espagne, 17 règles différentes. Bon, vous avez du travail, les amis. Ensuite, vérifiez que si vous achetez un appartement, que demandez le dernier état des comptes de la communauté des propriétaires, la comunidad de propietarios. Voilà. Avec les factures d'eau, électricité, les charges qui sont acquittées, et ainsi que tous les propriétaires. Le listing de propriétaires. Et en fonction des noms et prénoms, vous verrez si c'est des résidences. Si c'est des résidents secondaires, c'est des résidences secondaires ou des résidences principales. Pourquoi? Pour ceux qui achètent des appartements dans les résidences, maintenant une nouvelle loi qui est sortie pour avoir l'obtention de la licence, 80% des copropriétaires doivent donner leur accord pour avoir le permis de louer. Donc ça complique encore la sauce pour les propriétaires d'appartements. Donc toujours acheter une petite résidence avec un minimum de propriétaires, ça vous permettra d'avoir moins de frais de copropriété, moins de charges, parce que plus la copropriété est grande avec donc
beaucoup plus de services, des piscines communes, des tennis, des gardiens, conciergeries, ainsi de suite. Les sommes peuvent parfois être astronomiques. Voilà. Ensuite, 8e étape, vérifier que les paiements aux services fiscaux est à jour. C'est pour ça que il faut demander l'IBI, la photocopie de l'IBI, Impuesto Bienes Inmuebles, et vous allez avec l'IBI, la copie, vous demandez à la mairie si tout est à jour. S'il n'y a pas una deuda. S'il n'y a pas una deuda, c'est une dette. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent revenir 5 ans en arrière. Et c'est l'acheteur qui risque de payer tout ça. Très important. Les dettes fiscales sont rattachées au bien et non pas à la personne. Attention. Beaucoup d'agences, les agences immobilières négligent ça aussi. Bon, demandent simplement l'IBI, mais ne vont pas à la mairie pour voir s'il y a des dettes. Voilà, c'est un petit point quand même. À Lucille, plus de batterie, à bientôt. Oui. Bon, de toute façon, le live sera enregistré et je le mettrai également sur la chaîne YouTube que j'ai créée. Je vous incite d'ailleurs à vous y abonner. Voilà. Alors, excusez-moi, bon là je fais un live un peu avec tous les points, ça s'entrecoupe et autres, c'est du spontané. Là je reviens pourquoi je dis ça, parce que là, bien vérifier la conformité d'habitation du logement, où là je parle de la cédula d'habitabilité et la licencia de première occupation. Très important. C'est un document obligatoire que le logement doit disposer. Suivant les communautés autonomes, on l'appelle différemment. Voilà. Si vous n'avez pas ce document-là, quand vous allez changer, ça va changer le propriétaire, vous êtes obligé d'avoir la cédule-là pour ouvrir, pour faire le changement d'eau, d'électricité et de gaz, parfois. Et ces pièces-là vous serviront également pour obtenir la licencia turistica, donc très important. Voilà. Bon, après toutes ces phases-là, on arrive, on a bien dégrossi le produit, et bien vous flashez, vous commencez à faire vos offres. Et vous faites ce qu'on appelle une oferta. Oferta, en fonction des critères que vous avez vus, point positif, point négatif. Toujours quand vous faites une offre à la baisse, mettez en contrepartie des éléments qui sont en votre faveur où la personne ne pourra pas dire non. Voilà. Et gardez-en quelques-uns pour vous aussi. C'est une astuce commerciale. On vous demandera de faire ce qu'on appelle pour bloquer la vente una paga señal. Très bien, vous en demandez. C'est une somme variable de 3 000 à 5 000 euros. Bien rédiger ce contrat qui vous engage, il faut leur dire, la paga señal, je la récupère si un bien n'est pas conforme. Voilà, généralement, les agences avec qui je travaille, comme je fais les contrats en bonne uniforme, ne mettent pas de problème. Voilà. Ensuite, on vous demandera ce qu'on appelle le contrato de arras. Contrato de arras, il y en a plusieurs. Moi, je vous conseille de faire ce qu'on appelle el penitenciales. C'est-à-dire que vous allez verser 10% à la personne. Vous faites le chèque au niveau du vendeur, propriétaire. Donc, pour ça qu'il faut bien savoir si c'est le propriétaire qui vous vend ou l'agence qui a le mandat de ce propriétaire-là. Connaître la référence de l'agence, connaître ce client, si c'est vraiment lui le propriétaire. Si vous refusez de poursuivre la négociation, la transaction, vous perdez vos 10%. Et si c'est le vendeur qui se rétracte, il va perdre 20%, le double de ce que vous avez versé. Voilà. Toujours une preuve écrite de votre banque espagnole versée au propriétaire ou versée à l'agence. Et avec une confirmation, un justificatif. Voilà. Quand vous allez faire le contrat de arras, si vous avez fait la paga señal, ça va être inclus en déduction. Et la solde finale sera payée au niveau du notaire à la fin, moins les arras, moins la paga señal. Ce sera la somme finale. Attention, l'Espagne est connue pour deux choses. Dinero, las especias. Caja, parfois vous allez entendre parler de caja ou caja B. Caja son los efectivos. El caja B A, muy claro, como el agua, y la B
El borrego. Borrego, ça veut dire mouton, mouton noir. J'ai bien dit mouton noir, borrego negro. J'ai eu le cas en Catalogne, il n'y a pas trop de différence. Sur la Costa Blanca, oui, mais le pire, c'est l'Andalousie, tout ce qui est au sud, à partir d'Almeria, Costa del Sol, la Jarquilla, Murcia. Vers le sud, mentalité bon, de l'époque, espagnole. Où on avait beaucoup d'espèces, les matelas étaient très bien fournis. Voilà. J'ai le cas d'un client bon, qui voulait acheter une propriété, première ligne, 300 mètres de façade sur la mer, 2 800 000 euros. Bon, c'est un client parisien. Le propriétaire voulait une grosse somme, justement, en carabé, non déclaré, quoi. Voilà. Et le monsieur, oh, je dis non, têtu, ne voulait pas me démordre. Donc faire attention, et c'est quand même, c'est classique. Voilà. Dernièrement, il faut faire attention à ça parce qu'il y a une nouvelle loi espagnole qui est sortie, le valor de tasación, en fonction, el catastro, comme ils disent. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'est une coutume très forte qui se faisait en Espagne et qu'ils essayent d'éradiquer. Voilà, donc il faut faire très attention. Contadores, voilà, vous réglez, bon, on était contadores, voilà, 7, alors, voilà, oui, je disais que faire attention, contrat de Arras, tous ces contrats sont de gré à gré avec l'agence et l'acheteur ou le vendeur, et ça ne passe pas par notaire. Comme en France, il n'y a pas de compromis qui passe par le notaire. Le notaire ne vérifie rien. Le notaire vérifie simplement au moment de la signature finale les identités des deux parties. Il ne s'occupe même pas de vérifier les pièces si c'est... ils sont tenus concernant le blanchiment d'argent, ça oui, la provenance des fonds, mais tout ce qui est vérification fiscale, vérification urbanistique, c'est pas son rôle. Voilà. Donc faire attention, d'où avoir quelqu'un qui vous accompagne et qui maîtrise bien le processus. Parce que là, vous allez donner quand même des sommes importantes à une personne, donc, et sans passer par le notaire. Voilà. Très important, au niveau des contrats, vous n'aurez pas de ce qu'on appelle de clause suspensive. Si vous n'arrivez pas à conclure, clause suspensive notamment, beaucoup de personnes, j'ai récupéré le dossier de 2 personnes qui avaient versé, qui avaient fait appel à un crédit bancaire en Espagne, et elles avaient mis ça comme clause bancaire. L'agence en question, elles ont eu un refus de prêt, elles ne voulaient pas leur rembourser la compte. Bon, j'ai insisté, je les ai contactés, j'ai envoyé un courrier en bon uniforme et 2 mois après, ils ont reçu le remboursement, quoi. Donc, il y a une manière aussi de connaître et de faire en sorte que ça se passe bien. Mais beaucoup de gens se font avoir, notamment dans les clauses suspensives, les prêts bancaires, faites attention. Ah oui, très important, tout à l'heure j'ai vu un mail, un message, l'agent immobilier, oui, faire confiance. Oui. Ça fait l'objet d'un post que j'ai fait il y a 1 mois. Il faut savoir que l'Espagne est le seul pays d'Europe où n'importe qui, avec un simple téléphone et un local commercial, peut acheter et vendre des biens. Donc il s'improvise agent immobilier. Donc c'est la porte à tout. Aucune assurance responsabilité civile, aucune caisse de garantie, aucune loi Hoguet comme en France 1970, donc être très prudent. Les seules agences, bon, ils sont en train de rectifier le tir un petit peu en Catalogne et en Comunidad Valenciana avec le titre API, Agente de la Propiedad Inmobiliaria. Généralement, c'est un gage de sérieux.
on peut leur faire confiance. Mais ça n'empêche pas qu'il faut faire quand même les vérifications des biens. Voilà. L'agence a sa responsabilité, est une chose, mais ensuite il y a le bien qui rentre. C'est simple, un agent immobilier, c'est un simple intermédiaire, hein, c'est un courtier entre l'acheteur et le vendeur. En France, c'est réglementé, pourquoi? Et en plus, c'est contrôlé par le notaire. En Espagne, non. Là, et les agents immobiliers, ce sont des négociateurs, ont quelques connaissances en droit immobilier, en contrat, en urbanisme, mais ça s'arrête là. Le seul problème que je vois, c'est qu'avec la possibilité de la licence obligatoire maintenant qui va être mise en avant pour avoir le titre API, Agente de la Propiedad Inmobiliaria, j'en discutais dernièrement au dernier colloque à Alicante, obligation d'avoir une RC, c'est déjà bien, responsabilité civile, une caisse de garantie, ça ils sont en train de le mettre en place, mais ça va prendre du temps, et qui doivent suivre une formation, mais simplement, moi ce que je reproche, elle est légère, elle ne fera que 200 heures, donc avoir des notions d'un peu d'urbanisme, de construction, du droit de la propriété, ainsi de suite, sur 200 heures. Bon, certains vont passer ce diplôme et vont être rapidement agents immobiliers, quoi. Ce sera un gage, on avance un peu dans le système, mais c'est pas encore ça. Toujours est-il que l'idée est bonne. Voilà, justement pour sensibiliser pour protéger le consommateur, c'est-à-dire l'acheteur européen. Pourquoi? Parce qu'au niveau européen, ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de lacunes en Espagne. Voilà. Je l'ai vu également sur un post, hein, mais c'est un pays d'escrocs. Non. Faut savoir, c'est comme partout, vous avez la même chose aussi en France. Mais trop de règles aussi tuent la règle. Donc il faut un juste milieu. Bon, le tout, c'est d'être bien entouré et de connaître les personnes compétentes. Voilà. Voilà. Donc la residencia immobiliaria. Ensuite, signer l'acte. Voilà. Vous avez fait toutes ces démarches, vérification et tout. Donc la dernière phase, vous allez signer l'acte final chez le notaire. Et chez le notaire, voilà, il reprend les termes du compromis, des contratos de arras. Voilà. Et le paiement se fera toujours devant le notaire, contre la remise des clés, et généralement payé par chèque de banque de votre compte bancaire au nom du propriétaire. Si c'est plusieurs propriétaires, plusieurs chèques, d'où l'intérêt aussi, faites attention parce que certaines banques facturent les chèques d'une somme assez importante. Donc, vous pouvez le négocier aussi, tout ça. Voilà. Et l'argent transite directement de votre compte bancaire au vendeur propriétaire. Il ne passe pas par l'étude du notaire. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Voilà. Ensuite, très important aussi, vous allez régler les frais, les émoluments du notaire, qui comprennent les frais d'enregistrement, les frais de gestion, et il se charge pour l'État espagnol, Hacienda ou Suma, suivant les régions, de collecter l'ITP, l'impuesto de transmissione patrimoniale, qui est variable suivant chaque province d'Espagne. Catalogne 10%, Comunidad Valenciana 10%, Murcia 6%, Madrid 6%, Andalousie à 7%, c'était à 8, c'est devenu à 7. Et après, je crois que la Cantabrie, il y a 2 ou 3 régions où ils sont à 4%. Voilà. La Catalogne étant la plus proche de la France, 10%. Los catalanes, 10%. C'est là. Très important aussi, contrôler les frais de gestion du notaire. Généralement, frais de gestion du notaire, ça chiffre entre 180 à 250 euros suivant le bien. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils vous voient venir de loin. Avec le fourri, vous êtes propriétaire, ça se passe dans un office notarial. D'une prestation de 180 euros à 200 euros, ben, vous risquez d'avoir des frais de gestion qui peuvent passer à, pas 2 fois plus, pas 3 fois plus, j'ai vu le cas, 10 fois plus. On demandait à une de mes clientes 1800 euros pour des frais de gestion. Alors que moi j'avais le devis auparavant, et je dis mais
je recontrôle ça au moment du notaire. Pero hombre, ¿qué estás haciendo? Te está pasando. Yo, no, es igual, hombre, los clientes, un poco más, un poco menos. ¿Qué? Non. Et justement, je l'ai remis un peu dans l'ordre. Et bien, perdón, no había visto, tac. Et discuter entre eux, mira, cuidado con este no les, no, enfin, pour ceux qui comprennent espagnol, con este no se le escapa nada. Avec cette personne, il n'y a rien qui lui échappe. Ah, yo digo, muy bien, hombre. Anda, que aquí hacéis los precios como dais la gana, ¿no? Pero ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? Bon, c'était en Andalousie, du côté de à Jerez. Voilà. Pourquoi? Parce que voilà, la personne était toute contente, toute euphorique, mais ils allaient l'arnaquer de 1700 euros. Donc, c'était pas négligeable, vous voyez. Donc, très important, jusqu'à la fin, même de l'étude de notaire, faites les vérifications qui s'imposent concernant la gestion, ainsi de suite. Ah oui, l'ITP, vous avez la possibilité de le régler 1 mois, ou suivant les régions, 2 mois après l'acte. Alors, c'est l'ITP, Impuesto de Transmisión Patrimoniale, c'est ce qu'on appelle bon, on commence à faire un peu pour la fiscalité. L'impôt de transmission, c'est les frais de mutation, qui sont de 10% en Catalogne, 7% en Andalousie, 10% Comunidad Valenciana, Alicante et Valence. Et ça, vous avez la possibilité de faire un virement de votre banque au service des impôts, et vous avez une marge de 30 jours. Bon, parfois, beaucoup de personnes payent le notaire, et c'est le notaire qui fait la démarche. Voilà. Ensuite, le notaire enregistre le bien, vérifiez que le bien soit enregistré al registro de la propiedad. Vous l'appelez et vous demandez una copia simple de la escritura. Pourquoi? Parce que parfois ils ont plein de boulot, vous êtes passé au notaire et le notaire il n'a pas fait la procédure encore de mettre le bien, d'enregistrer le bien. Voilà. Et généralement quand le bien est enregistré, ils envoient l'escritura, l'escritura publica, avec le détail de frais, parce qu'au départ vous payez une provision et généralement on vous rembourse une quote-part qui vous revient. Voilà. Voilà. Et nous avons fini. Ah oui. Et après, il y a la partie, voilà, processus d'achat. Ensuite, c'est pas fini. Il faut aller à la mairie. Vous déclarez pour l'IBI, Impuesto Bienes Inmuebles. Il faut aller au service des eaux, Aqualia, Aguas de Madrid, tout dépend de la région, Endesa, Iberdrola, l'équivalent de l'EDF. Et là, on vous demandera la copia de l'escritura avec la cédula pour ouvrir les comptes, pour faire le changement de compte. Si vous n'avez pas ces pièces-là, vous ne pouvez pas avoir vos comptes, vos abonnements, ainsi de suite. Voilà. Ça vous convient? Voilà, nous avons fini la première partie. Bon, pour ceux qui laissent leur adresse mail, je laisserai un lien et je me permettrai de vous envoyer tout ça par mail. Alors, les impôts, fiscalité d'un achat immobilier en Espagne. Cuidado. Bon, vous allez investir, alors, on va parler douloureuse, les impôts. Vous avez l'IBI, Impuesto Bienes Inmuebles. Eliane regarde. Bonsoir. L'IBI, qui est partout, ça c'est un document général qu'on rencontre dans toutes les communautés quand vous achetez. Et il y a souvent le nom du propriétaire et la valeur cadastrale, très important. Alors, la fiscalité est très importante aussi. Vous achetez, il y a 2 statuts qui rentrent en ligne de compte pour tout ce qui est fiscalité, sauf pour l'IBI. L'IBI, que vous soyez résident fiscal étranger ou espagnol, c'est la même chose. Vous allez payer la même quote-part. Par contre, si vous êtes résident espagnol, vous allez payer sur place l'IRPF. Vous serez résident espagnol, donc vous allez payer Impuesto a la Renta Persona Física. L'immobilier va se rattacher à ça. Quand vous allez faire la vente d'un bien, si vous achetez à 100 000, vous revendez à 200 000,
vous allez être fiscalisé sur la partie patrimoniale, donc ça va rentrer dans l'assiette de l'IRPF. Plus, il y a un autre impôt qui vient par la suite, c'est ce qu'on appelle l'impôt de la plus-value municipale, qui est basé sur la valeur très spécifique, sur la valeur cadastrale du bien construit, plus la valeur cadastrale totale. Il y a deux valeurs qu'il faut connaître. Déconnecter mon mail. Ouais, bon. Voilà. Bon, bon. Dans le guide, je vous enverrai. Il y a également le détail aussi. Comment être résident fiscal espagnol ou fiscal en France. C'est simple, il y a une règle. Il faut être plus de 183 jours sur les territoires de l'année civile. Je simplifie. Au niveau des retraités, les retraités du public paieront leurs impôts en France, les retraités du privé paieront leurs impôts en Espagne, sous la règle de l'IRPF. Voilà, impuesto renta persona física. Ensuite, vous avez, suivant les catégories, des déductions fiscales. Si vous avez des biens immobiliers, vous pouvez déduire les rentabilités locatives. Tout dépend aussi si c'est de la location longue durée, de la location basse durée, en saisonnier. Vous avez trois contrats. Alquiler, ce qu'on appelle les locations longue durée, arrendamiento largo, arrendamiento corto tiempo et arrendamiento turístico vacacional. Et là, obligation, ce sont les contrats de location touristique. Et là, obligation d'avoir la licence touristique pour faire du Airbnb, Booking, ainsi de suite. Voilà, sinon vous risquez de vous faire taper sur les doigts. Voilà, bon, la résidence fiscale très importante. Alors, fiscalité, voilà, que vous soyez résident ou non, vous êtes propriétaire de biens sur le sol, l'impôt, vous paierez, bon, l'impôt foncier, je récapitule, l'IBI, l'impôt sur le revenu des non-résidents, l'IRNR, Impuesto sobre la renta des non-residentes, et dans certains cas, l'impôt sur la fortune, Impuesto sobre el patrimonio. L'impôt sur le patrimoine, il faut avoir une capitale, enfin, une assiette de plus de 700 000 euros. C'est vite arrivé, hein. J'ai un client qui a trois villas entre 500, et là il règle l'IP, ce qu'on appelle l'impuesto, c'est un peu l'impôt sur la fortune, quoi. Voilà. Bon, l'impôt Libye, c'est calculé c'est une contribution, ça se paye à l'ayuntamiento, c'est la mairie qui encaisse Libye, et c'est elle-même qui fait le calcul. Vous pouvez vous permettre de la consulter pour faire le calcul de la plus-value municipale quand vous vendez le bien. Alors quand vous vendez le bien, il y a des particularités, il y a des spécificités aussi. Si vous vendez un résident espagnol, si vous vendez un résident étranger, si c'est un résident étranger qui vend, il faut, quand vous achetez, lui faire une retenue à la source de 3%. Des choses à connaître, vous voyez ? Pourquoi ? Parce que le fisc veut être sûr d'être payé pour pas que la personne parte sans régler ses dettes fiscales. Et si il s'avère qu'il n'a pas fait de bénéfice, il peut faire une demande pour être remboursé de la quote-part qui peut lui revenir. Vous voyez ? Donc c'est quand même sérieux. Voilà. Très important, dans l'IBI, vous avez la valeur, justement pour payer cet impôt sur la plus-value, il faut regarder la valeur cadastrale qui est inscrite sur l'IBI. Voilà. Voilà. Bon, la valeur cadastrale, elle est basée sur l'emplacement de la propriété, la valeur du terrain, caractéristiques urbaines, l'âge du bâtiment. Voilà, donc il y a quand même... et c'est un taux qui est fait en parallèle aussi avec le ministère des Finances, qui donne les directives aux provinces et aux municipalités. Voilà. Alors, très important aussi, les revenus locatifs pour les non-résidents. Ça, j'ai eu beaucoup de réponses, beaucoup de questions. Pour résumer, vous avez une taxe pour ceux qui sont dans le marché commun de 19%, ceux qui sont hors marché commun, 24%.
pour les citoyens de l'Union européenne, voilà, 19%, l'Islande et la Norvège, et 24% pour les autres pays tiers. Et vous faites une déclaration trimestrielle avec le modèle 210. Voilà. Alors le gros avantage, c'est que quand vous louez une propriété, un bien, un appartement, tous les frais inhérents à ce logement sont déductibles. Donc ça va vous réduire l'assiette fiscale. Et sur ce résultat, vous allez payer 19%. C'est différent de la France. En France, vous payez 35%, vous avez la RDS, la CSG qui viennent s'ajouter, entre 36 à 37%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Dans le système rentabilité, dans les contrats de location longue durée, le gouvernement espagnol en ce moment, ils ont sorti de loi pour freiner un peu, pour donner un peu de poumon à la jeunesse qu'elle puisse louer. Ils ont prévu un projet de loi pour des zones tendues avec la possibilité de faire une déduction fiscale qui pourra aller jusqu'à 90%. C'est énorme. Voilà, pour justement inciter aux personnes à promouvoir la location longue durée. Parce qu'à l'heure actuelle, la déduction, elle est basée à 60%. Ce sont des contrats qui sont de plus d'un mois, c'est-à-dire, c'est la location arrendamiento largo tiempo. Alors, si c'est personne physique, si c'est un propriétaire privé qui le met en location, la durée maximale est de 5 ans. Si c'est une société anonyma, société limitada, elle sera de 7 ans. Donc faire attention, d'où l'importance de connaître, de savoir à qui on achète, si c'est une personne physique ou si c'est une société. Voilà. Voilà, bon, l'impôt sur la fortune, on en a parlé. Ah oui, après, il y a l'impôt, nouvelle loi pour la valeur des référentiels. La valeur des référentiels, c'est la valeur du cadastre, justement, au niveau de l'ITP. Quand vous toujours demandez, quand vous achetez un bien, la valeur cadastrale, la valeur, bon, il y a la valeur du marché, mais il faut tenir compte de la valeur cadastrale que va revenir le bien. Pourquoi? Parce que le fisc va vous calculer l'assiette fiscale sur cette valeur-là. Beaucoup d'agences sautent ce pas-là, négligent ce point-là. Résultat des courses, vous risquez d'avoir une douloureuse qui risque de vous tomber sur le pied au bout d'un an ou 2 ans. J'ai eu les cas des personnes qui ont eu des redressements, des sommes faramineuses, notamment c'était pour des belles villas sur la Costa del Sol. Marbella, Malaga, Mijas, l'équivalent de 80 à 100 000 euros. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait une affaire, ils pensaient faire une affaire une villa à 350 000 euros, mais valeur de taxation, valeur cadastrale de taxation, 1 million d'euros. Alors calculez la différence, c'est 700 000. À 7 fois 7, 49. Eh ben, elle devra faire un chèque de 49 000 euros. Et ça n'a pas été, et certains vendent des propriétés sans mentionner cette valeur qui est quand même assez importante. Vous voyez? Voilà. Voilà, là j'ai encore 4, 5, 6. J'ai encore pas mal de pages. Bon, je vois que nous sommes déjà à 20h30. 20h30. Est-ce que c'est bon pour tout le monde là? Bon, là j'ai été aujourd'hui, avec un pouce, un petit commentaire? Oui, alors, je me suis rendu compte, dans mes calculs, dans mes archives, je vais vous parler, je vais lancer un autre groupe. Oui, c'est OK, très bien. Philippe Guénon, oui. Je vais lancer un groupe pour donner des informations pertinentes et utiles. Pourquoi? Parce que j'ai retrouvé certaines informations sur d'autres groupes. Eh oui. C'est bien, c'est vrai que ça me flatte, mais je n'ai plus envie de travailler pour les autres. Donc, les personnes sérieuses, je vais les inciter à rentrer sur un autre groupe. Par contre, c'est un groupe qui va être payant. Je vais faire une promotion pendant 5 mois pour voir ce que ça donne, où il y aura des informations juridiques, fiscales, urbanistiques. Faut que je regarde un peu le tarif, ainsi de suite. Ce sera un groupe avec abonnement mensuel, semestriel ou annuel.
voilà, où je vais carrément mettre des informations. Il y aura un forum d'entraide, tout le monde pourra, et il y aura à l'intérieur de ce groupe-là des particularités, des petits sous-groupes suivant les régions. J'en avais parlé auparavant pour faire les sous-groupes sur la Catalogne, sur la Comunité Valenciane, pour que les gens puissent se rencontrer pour ceux qui sont déjà propriétaires et ceux qui veulent faire partie de ces régions-là. Où là, les informations seront très pertinentes. Je garderai toujours ce groupe-là, mais ce sera un groupe général. Je vais donner quelquefois des bonnes informations. Dernièrement, j'ai donné justement sur la fiscalité un article de loi, vous allez voir. Je l'ai mis, voilà. Ah, bonjour à tous. Reçu, bon, ça c'est un message du jour. Une dame qui me suit depuis, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça m'a fait rire. Depuis le 21, enfin le 20 avril, elle me demande si je suis sérieux. Et ça fait depuis 2 ans qu'elle me suit sur le groupe. Hein. Là, non, je dis, bon, madame, excusez-moi, j'essaye, là, je ne peux rien faire pour vous, quoi. Parce que vous avez vu l'information, vous avez reçu des guides, et je lui ai envoyé, bon, pourtant, je n'ai pas un système j'harcèle pas les gens par mail, je lui ai quand même envoyé 15 mails avec des guides, avec les guides sur la location, les guides sur la fiscalité, les guides sur sur le réseau bancaire, sur les prêts, sur les saisies bancaires, enfin, elle a eu pratiquement tous les guides. Et elle me demande si je suis sérieux. Bon. Donc je pense que là, il y a un profil curieux, quoi. Bon. Voilà. Donc, alors je reviens sur j'avais fait un petit... Je vais faire cette semaine, justement, je vais lancer ce groupe-là avec abonnement, où je vais mettre tous mes clients qui bénéficieront de ce groupe-là, où il y aura les informations pertinentes concernant les nouveautés au niveau fiscal, les nouveautés au niveau urbanistique, et tout sera mis à jour. Ça vous permettra d'être au jus et de pouvoir avoir les informations pertinentes et qui ne seront pas propagées sur d'autres groupes. Voilà le but de la manœuvre. Voilà. Il y aura également un autre groupe aussi, que j'avais commencé à en parler, concernant les gens de la profession immobilière. Il s'avère que tout le monde était partant. C'est vrai, oui, beaucoup. J'ai eu plus de 300 ou 280 commentaires. Mais, c'est curieux, je n'ai que 15 agents qui se sont inscrits. Où sont les autres? Raro, extraño. Et j'en ai repéré avec mon équipe, il y en a plus de 200 dans le groupe. Donc, je vais leur demander qu'ils s'inscrivent. Bon, ce groupe-là, concernant les agents immobiliers, au départ, était gratuit. Voilà. Était pour les lancer, pour les mettre en avant. Mais là, je me rends compte qu'ils ne jouent pas la transparence. Donc, je vais ouvrir un autre groupe. Et là, je mettrai des informations pertinentes. Et malheureusement, ils vont payer à peu près le double de ce que vont régler les particuliers. Voilà. Parce qu'ils vont faire leur salade. Je donnerai aussi les informations pertinentes. Parce que je trouve que c'est pas trop éthique de prendre les informations et de les diffuser en interne pour leur compagnie, quoi. Voilà. Donc, vous me faites un retour, vous me dites si c'est ok, si c'est pas bon, si c'est bien. Voilà. Bon, vous avez vu, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Voilà. J'ai un peu moins la pêche que la dernière fois. Vous l'avez pas senti? Voilà. Donc, je vais vous faire un petit résumé et je vais répondre à toutes les questions qui seront posées sur le live. Voilà, 114 commentaires. Waouh. On est bien concentré, oui. Voilà. Ah oui, dans le second groupe, ce que je disais aussi, il va être vraiment performant. On va faire des petits zooms, parce que je suis en train de préparer la structure. En comité réduit concernant les régions, concernant la thématique, où on va rentrer en profondeur. Sur la thématique, c'est-à-dire au lieu de payer des honoraires d'architecte 200, 300 euros, là vous aurez cette information qui sera diffusée sur le groupe avec des PDF que vous pouvez télécharger, des documents à l'appui, ainsi de suite. Et des mini-groupes concernant les différentes régions d'Espagne.
Catalunya, Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid, Mallorca, Cantabria, Asturias, Murcia, ainsi de suite. Voilà. Je pense que c'est une idée justement pour que vous puissiez en bénéficier et arriver à être propriétaire sans avoir les lacunes de toutes les informations que vous pouvez récolter par-ci, par-là. Parce que je me rends compte que beaucoup de gens, bon, c'est l'avantage de l'Internet certes, mais il y a beaucoup de fausses informations qui circulent et malheureusement vous risquez d'en pâtir, quoi. Voilà. Donc, il y a 2 jours, j'étais dans un colloque en visuel sur Zoom pour justement la dernière loi concernant les locations longue durée. Il y avait le président des agents immobiliers API, le président des notaires de Barcelone, bureau d'études, enfin un avocat vraiment des experts en la matière qui ont donné leur point de vue concernant les points positifs, les points négatifs de cette loi. Et donc là aussi, je vais avoir un résumé que je vais recevoir dans quelques temps. Et certains qui sont dans le second groupe, pourront en bénéficier gratuitement. Voilà. Donc, je vous souhaite, mes amis, un bon week-end, une belle soirée. Et je crois que c'est le 1er mai, non? On arrive, oui, nous sommes le 28. Et peut-être que je vais changer la date d'un live. Je pense faire ça la prochaine fois, soit un mercredi, soit un jeudi soir. Donc je referai un sondage pour voir un peu les facilités de chacun. Sachant que ce live sera enregistré sur la chaîne YouTube. Et je vous invite à vous y abonner. Voilà. Bon week-end, Christian. Et au plaisir de se trouver sur Villajoyosa. Coupure pour moi. Bonsoir Philippe Guénaud. Très bien. Sur ce, je vous souhaite bon week-end et à bientôt. Hasta pronto.